Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors on va aujourd'hui poursuivre notre étude de Fischer et continuer dans son ascension vers le Graal, vers le titre mondial. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à la période entre 1958 et 1961, qui correspond plus ou moins à sa reconnaissance au niveau international. Pour situer un peu le contexte, en 58, il a visité Moscou avec sa sœur. Et donc c'était une des premières fois où il sortait des États-Unis et il espérait rencontrer le champion du monde à l'époque, à savoir Botvinnik. Il espérait le rencontrer et jouer contre lui. Sans grande surprise, Botvinnik n'était pas très intéressé à rencontrer le petit jeune américain de 15 ans qui est certes prometteur, mais qui est encore loin du niveau du champion du monde. Mais quand même, Fischer a eu l'opportunité de rencontrer quelques forts joueurs soviétiques de l'époque, dont Petrosian. Et l'histoire raconte que ils ont fait un match de blitz et Petrosian était encore plus fort que Fischer, bien évidemment, mais le score était relativement serré et Petrosian aurait gagné le match seulement par 2 points d'écart, ce qui est quand même une performance incroyable pour un garçon de 15 ans. En 58, il y a un tournoi très important pour Fischer qui est l'Interzonal. Donc l'Interzonal, c'est le tournoi qui qualifie les meilleurs pour les matchs des candidats et donc on peut considérer que c'est la première marche qui mène au match de championnat du monde. Et avant l'interzonal, Fischer était extrêmement confiant malgré son jeune âge et un journaliste lui a posé la question en lui disant comment vous vous sentez, vous êtes un peu l'attraction du tournoi. Et il était extrêmement confiant. Il a dit ok, je peux faire nul contre tous les grands maîtres présents. Et en plus, j'ai noté qu'il y avait une demi-douzaine de joueurs, des patzers, donc des joueurs pas très forts que je dois bien évidemment battre. Donc, ça montre que dès son plus jeune âge, il était relativement confiant et évidemment, il avait peur de personne. Le tournoi s'est pas forcément extrêmement bien passé, en tout cas au début, et il a réussi quand même à se qualifier. Il a fini cinquième, et il a réussi quand même à se qualifier donc pour les matchs des candidats qui se sont déroulés donc l'année suivante, en 1959. Et donc c'est la première partie qu'on va vous présenter dans cette vidéo. C'est c'est la 4e partie du match contre Gligoric, joué donc à Bled en 1959. Exactement, voilà. Donc Gligoric, c'était un très très fort grand maître yougoslave qui avait la particularité d'avoir un jeu sans compromis, on va dire, et donc c'était parfait face à un joueur qui, comme Fischer, dans toutes les parties, cherche à gagner. Alors comment a débuté cette partie ? Par une sicilienne, comme souvent à l'époque. Cavalier F3, cavalier C6, D4, la sicilienne ouverte. Fischer a toujours été fidèle à cette variante ouverte de la sicilienne, cavalier F6, cavalier C3 et D6, la variante classique, mais comme on va le constater, on ne va pas rester très longtemps dans la variante classique, puisque après les coups fou C4, fou D7 et fou B3, ici Gligoric a décidé de revenir vers un schéma plutôt axé dragon, avec le coup G6. Donc on vous a déjà présenté sur cette chaîne, si mes souvenirs sont exacts, une partie de Fischer face au dragon, une partie très célèbre face à Larsen. Et on peut dire que c'était un petit peu osé de la part de Gligoric parce que Fischer avait, je pense, déjà à l'époque la réputation d'être un tueur de dragons. Et dans cette partie, il ne va pas décevoir ses fans, on va dire. Donc après G6, F3, qui est destiné évidemment à surprotéger E4, mais aussi à préparer fou E3, sans craindre le coup cavalier G4. Donc, il ne faudrait pas se faire chasser. Et dans cette position, Gligoric, un peu d'ailleurs comme l'avait fait Larsen, Gligoric
va chercher à sortir des sentiers battus très très rapidement, et au lieu de jouer le coup qui à l'époque déjà avait la bonne réputation avec l'échange en D4, il a décidé de jouer cavalier A5. Donc le plus tôt possible, il cherche à viser la case C4 notamment, hein, qui est une case clé dans la sicilienne dont on vous a déjà parlé de nombreuses fois, et pourquoi pas, dans certaines positions, s'emparer immédiatement du fou B3. La partie a continué comme suit: fou G5, fou G7, dame D2, et Grigorić, qui ne souhaitait pas se faire échanger son dragon, a décidé de jouer le coup assez responsable H6. Alors pourquoi c'est un coup assez responsable? Parce que lorsque le fou va se retirer sur E3, eh bien on constate que les noirs ont évité l'échange de leur fou de case noire, mais de notre côté, ils ne peuvent plus roquer sous peine de perdre le pion sur H6. On constate, hein, Romu, que Grigorić ne faisait pas les choses à moitié, et avec les noirs, il joue ouvertement pour le gain. Hein. Oui, tu l'as dit, c'est un joueur qui était sans compromis et qui avait peur de lui aussi de pas grand monde sur la planète. Et donc, c'est pas le petit jeune Fischer qui va l'impressionner, et il n'a pas peur de jouer une variante aussi aiguë que le dragon. Donc là, il a poursuivi par tour C8, qui est évidemment le coup naturel, avec l'idée de mettre le cavalier sur C4. Évidemment, Fischer a continué par grand roc. Cavalier C4, chose promise, chose due. Et là arrive le premier moment intéressant de la partie, en tout cas un moment assez choquant, j'ai envie de dire, puisque dans cette position, je pense que 99% des joueurs auraient fait fou prend cavalier C4 sans réfléchir. Et ce qui est d'ailleurs le coup complètement normal, et on élimine le cavalier. Après tour prend C4 et on continue l'attaque par G4. On a conservé notre fou de case noire qui va être utile pour attaquer, et conserver un œil évidemment sur H6, comme tu l'as dit, ça empêche notamment le petit roc. Mais Fischer a décidé d'innover et de jouer un coup très surprenant. Laurent, c'est donc le coup Dame 2. Ouais, très surprenant parce qu'on a l'habitude de garder coûte que coûte le fou E3 dans ce type de position. Mais Fischer était particulièrement attaché à son fou roi, hein, le fou de case blanche quand on a les blancs. Il y a eu pas mal d'articles et de livres qui ont été écrits sur le sujet. Fischer aimait ce fou roi, il a gagné beaucoup de finales, notamment avec son fou de case blanche. Donc est-ce que c'est cet amour du fou roi qui lui a fait prendre cette décision de dame 2? Je pense pas vraiment. En revanche, ici on peut se dire que notamment quand on connaît la suite de la partie, le fou B3 est au moins aussi puissant, ou en tout cas a un potentiel au moins aussi grand que le fou E3, et donc c'est pas si ridicule que ça, même si c'est très surprenant. Et d'ailleurs après Fischer, d'autres joueurs ont tenté la même stratégie. Alors pour expliquer à quel point ce coup était révolutionnaire et surtout à diviser le monde des échecs, Bronstein, en commentant cette partie, a mis 2 points d'exclamation, donc un coup génial au coup dame 2, alors que d'autres grands maîtres comme Kotov ont dit que c'était un coup très moyen et qu'on ne pouvait pas gagner une partie en jouant un tel coup. Donc ça n'a laissé personne indifférent, et selon notre sensibilité, on pouvait penser que c'était un coup génial ou quasi ridicule. Bon, toujours est-il que Grigorić ici se retrouve en terrain totalement inconnu, et du point de vue pratique, c'est particulièrement difficile, surtout dans une ouverture aussi tendue que le dragon. Se retrouver face à une position qui n'a jamais été rencontrée avant, c'était pas du tout facile pour Grigorić. Alors bien entendu, il a accepté de prendre ce fou, et désormais, H6 n'étant plus attaqué, on peut roquer. D'autres coups ont été tentés, il y a eu notamment en 1960 le joueur Marini qui a tenté contre Fischer dame B6. Bon, on va pas faire de présentation théorique, mais voilà, sachez que d'autres coups que petit roc ont été tentés, mais petit roc c'est quand même le coup le plus naturel et le plus humain, on va dire. Fischer a décidé de commencer par le coup G4. Alors il était habituellement plutôt friand du coup H4 pour ouvrir la colonne H notamment, mais ici les noirs avaient probablement prévu de jouer H5, ce qui peut ralentir notre attaque
et en même temps peut-être donner des opportunités avec le fou de case noire, sachant que les blancs n'ont plus eux-mêmes leur fou de case noire. Donc le champion américain a préféré jouer G4 pour prévenir le coup H5 et pour lancer son attaque dans le bon ordre, on va dire. Évidemment, les noirs ne doivent pas rester en reste et ils jouent Dame A5. Alors, l'idée de ce Dame A5, Romu, c'est assez thématique, c'est de préparer une offensive vers le roi blanc et notamment le sacrifice de qualité en C3. Ouais, la dame se poste activement sur l'aile dame proche du roi blanc, c'est roc opposé, donc il faut aller vite. Donc un œil sur A2, un œil sur C3, bien sûr le sacrifice thématique, le sacrifice sicilien qu'on a déjà étudié sur cette chaîne, tour prend C3. Parfois aussi, on peut imaginer avancer le pion B avec B5, B5, B4 pour essayer de déstabiliser un peu les pièces situées devant le roi blanc. Bon, on sent que la bataille fait rage. Donc là, les blancs ne doivent pas rester les bras croisés, et donc continuent de l'autre côté avec H4. Ça surprendra personne. Et ici, Grigorić a joué le coup E6. Donc c'est un coup que l'on peut évidemment comprendre. L'idée étant de contrôler un peu la case D5, boucher l'action du fou B3. Alors pourquoi je parle de la case D5 ? Parce que certainement que l'idée de H4 et G4, c'est de jouer G5 pour chasser le cavalier F6 qui est le principal défenseur, ou un des principaux défenseurs du roc. Et ensuite, lorsque ce cavalier va bouger, évidemment, le cavalier C3 va certainement se faire un malin plaisir de venir sur la case D5, d'où il sera relativement menaçant. Donc, E6, c'est un coup que l'on peut totalement comprendre, et donc Grigorić, évidemment, a anticipé ce genre de choses et a joué E6. Et l'inconvénient du coup, c'est bien sûr la faiblesse du pion D6. Maintenant que le pion E a bougé, le pion D6 se retrouve sans protection, et c'est ce que Fischer a noté immédiatement en jouant un coup très très malin, cavalier D-E2. Alors, c'est un coup qui rappelle ceux qui nous suivent sur cette chaîne. On avait montré notamment la partie entre Karpov et Korchnoi sur le dragon. Et Karpov avait joué ce coup un peu prophylactique cavalier D2. Alors là, c'était pas pour attaquer le pion D6, c'était également pour se protéger contre les éventuels sacrifices de qualité en C3. Donc là, le coup cavalier D2, c'est un coup multifonction. On se protège contre tour prend C3 et en même temps, bien sûr, on attaque le pion D6. Grigorić a continué par tour C6. Bon, évidemment, il faut protéger ce pion. Et maintenant, on continue l'attaque de l'autre côté, donc G5. Ouais, ce qu'on peut noter quand même, c'est que si on compare les attaques habituelles de Fischer contre le dragon, lorsque son fou était toujours sur E3, son but c'était, cette phrase elle est assez célèbre, sa martingale entre guillemets, c'était de dire H4, H5, ouvrir la colonne H, sacrifice, sacrifice, mat. Bon, ça c'est très connu. Dans cette situation, il adapte son attaque. Il ne joue pas pour le coup H5, mais pour le coup G5. Il n'a plus son fou de case noire, donc ce n'est pas grave du tout de fermer la diagonale C1, H6. Et on joue pour d'autres idées. On cherche toujours à ouvrir la colonne H, mais par d'autres moyens. Et donc, l'attaque habituelle du dragon avec le fou en E3 et la dame en D2 n'est pas possible ici, et il s'adapte intelligemment. On peut remarquer aussi que le fait d'avoir gardé le fou sur B3, c'est évidemment pour conserver ce fou face au roi, sur la diagonale du roi G8, mais c'est aussi et surtout pour tenir le grand roc, hein. Notamment quand on a joué le coup dame A5 tout à l'heure, on a dit que c'était pour presser le pion A2, parce que c'est la technique habituelle, on va dire, mais lorsqu'un fou est sur B3, finalement le roi blanc se sent très très en sécurité, en tout cas beaucoup plus que si le fou B3 avait été échangé. Donc ça prouve quand même que malgré son jeune âge, hein, on rappelle qu'il avait 15 ou 16 ans, au moment de jouer cette partie, il avait déjà ses propres idées, il ne suivait pas spécialement la mode, il était même plutôt en train de la créer d'ores et déjà, et il était déjà en train d'influencer le monde des échecs. Hein. Ouais, complètement. Et donc là, Grigorić a joué H prend G5.
Donc H prend G5, bien sûr. Cavalier H5. Ouais, la colonne s'est ouverte, il faut quand même la boucher, parce que sinon on risque de rapidement être mat. Et donc là, c'est la parfaite illustration de ce que tu expliquais tout à l'heure. Comme les blancs n'ont plus le fou de case noire, la technique habituelle d'échanger le fou G7, évidemment, n'est plus possible. Donc il faut trouver un autre moyen de s'en prendre au roi noir. Et comme souvent, c'est avec les pions qu'on essaye d'ouvrir des lignes. Donc certes, la colonne H s'est ouverte, mais on voit que pour le moment, on a du mal à y accéder. Donc il y a la deuxième vague qui va arriver, à savoir le pion F qui va s'avancer, donc F4. Et on voit toute la stratégie des blancs. Tout a été fait pour conserver le fou B3, qui est posté, tu l'as dit tout à l'heure, sur la diagonale du roi noir. Et donc on a bien sûr très envie de préparer tôt ou tard le coup F5, qui réveillerait ce fou et qui donnerait des chances d'attaque assez intéressantes. Ouais. On retrouve un petit peu ce que Fischer faisait face à sa propre ouverture, face à la Najdorf, c'est-à-dire mettre un fou en C4 et le plus rapidement possible jouer pour le coup F4, F5. Donc il y a quand même une certaine tendance à vouloir jouer sur les cases blanches lorsqu'il affrontait la sicilienne, que ce soit dans le dragon avec cette partie ou que ce soit dans la Najdorf. On aura l'occasion probablement de regarder certaines de ces parties là-dessus. Donc, après F4, Grigorić ne se démonte pas, c'est pas trop le genre du bonhomme. Il continue sa propre contre-attaque avec tour FC8. Et comme c'est la tradition dans la sicilienne, lorsque l'adversaire commence à se montrer un petit peu trop menaçant sur la colonne C, il est de bon ton d'utiliser un coup pour mettre le roi un petit peu plus en sécurité avec roi B1, on l'a déjà vu de nombreuses fois. On s'enlève de ce viseur très désagréable, on surprotège à 2 au cas où un problème se présenterait, et on s'enlève d'une diagonale qui, elle aussi, pourrait être dangereuse. Alors Grigorić comprend bien ici qu'il y a un certain millefeuille quand même devant le roi blanc, très difficile à franchir, constitué de 3 pions et 2 pièces qui sont elles-mêmes particulièrement bien soutenues. Donc Grigorić s'est dit, dans cette situation, je ne vais pas pouvoir lancer une attaque si forte que ça, donc je vais tenter de proposer une petite finale toute gentillette avec du contre-jeu grâce à la paire de fous et la colonne C. Et bien entendu, Romu Fischer ne se laisse pas impressionner par le grand maître. Oui, et surtout, et bien sûr, il n'est pas vraiment d'accord pour échanger les dames. Donc il joue dame F3, donc un coup assez normal et compréhensible. La dame se poste sur F3 pour avoir un œil sur H5, parce qu'on sent très bien le sacrifice de qualité tour prend H5 qui plane au-dessus de la tête des Noirs, et évidemment la percée F5 dont on a vanté les mérites tout à l'heure. Donc là, Grigorić joue tour C5, certainement pour contrôler la 5e rangée, et donc notamment la case F5. En même temps, ça libère l'action du fou D7 qui peut-être pourra se réveiller sur sa diagonale, à 5 à 4 aussi également à l'ordre du jour. Et là, Fischer montre déjà une maturité assez impressionnante pour son jeune âge. Parce que là, si on est en blitz et qu'on est un peu superficiel, on a tous envie de faire F5, qui est bien sûr le coup qui nous tend les bras. Et après, pion prend F5, par exemple, soit tour prend H5, soit cavalier D5, qui sont les deux coups qui viennent à l'esprit. Alors, sur tour prend H5, qui est quand même le premier coup qu'on doit regarder, G prend H5, cavalier F4. Donc, l'idée, ça, c'est assez traditionnel. On sacrifie la qualité et maintenant, toutes les pièces blanches vont essayer de rallier l'aile roi. Mais là, les noirs ont la possibilité typique du dragon, de contre-attaquer par tour prend C3, pion prend C3, tour prend C3, dame prend H5, et là, tour prend B3. Deuxième sacrifice de qualité. Troisième avec celui des blancs. Oui. Et après, C prend B3, dame E3, et une position qui est tout sauf claire, parce qu'on attaque le cavalier, on attaque le 4, le roi blanc peut être un peu dans les courants d'air, le fou G7 est extrêmement fort. C'est pas du tout ce qu'on recherche avec les blancs. Donc on sent que l'essai direct de mater ne fonctionne pas. Et l'autre variante qui est aussi importante, c'est après F5, pion prend F5, cavalier D5.
qui a l'air aussi fort. On profite de la disparition du pion E6 et pour ramener le cavalier. Mais là, dame D8. Bon, on se dit pion prend F5, je continue l'attaque. Fou prend F5. Et là, tour prend H5, malheureusement, ne fonctionne toujours pas. Ça a l'air tentant, parce qu'on se dit sur pion prend H5, je peux faire dame prend F5 et je vais être certainement gagnant. Mais là, encore une fois, il y a une contrepointe, assez typique aussi du dragon, tour prend C2. Ouais, qui va mettre le roi blanc complètement à nu et surtout sous le feu là, de ces fous formidables et qui sont très difficiles à contrer. Donc tout ça, c'est extrêmement typique de la Sicilienne Dragon, évidemment, et tous les joueurs de dragon qui nous regardent ont les yeux qui brillent en voyant les sacrifices en C3, en C2 et en B3. Mais comme tu disais, Fischer a eu la maturité, on va dire, de ne pas foncer tête baissée avec le coup F5. Ouais, exactement. Mais alors après, cette partie évidemment a été commentée des dizaines de fois, voire plus, par le monde échiquéen. Et en plus, avec les ordinateurs aujourd'hui, évidemment, on est encore plus précis qu'à l'époque de Fischer. Et il a été découvert que tour prend H5 en fait gagnait, ou en tout cas donnait une très grosse attaque au blanc. Et après pion prend H5, dame prend H5. Bon, les noirs ont plusieurs tentatives. La plus humaine, c'est A5, avec l'idée de se battre avec A4. Et là, on y va, on continue à enfoncer le roc noir, avec F5, A4, F prend E6. Là, soit F prend E6, soit fou prend E6. Sur F prend E6, on va faire cavalier prend A4. On joue sur la surcharge du fou, qui doit à la fois surveiller A4, sachant que le cavalier fait une fourchette, mais surveiller aussi E6, qui est toujours sous le feu de ce fameux fou B3 qui est la star de la partie. Ouais. Donc là, ça devient compliqué pour les blancs, et notamment si tour prend C2, nouvelle tentative de mettre le feu à l'échiquier, il y a un coup très fin, très malin, qui est tour F1, avec la menace on ne peut plus simple dame F7, le roi se décale et tour H1 mat. Et malheureusement pour eux, les noirs n'ont pas d'échec satisfaisant, ne peuvent pas relancer leur propre attaque et c'est fichu pour eux. Donc ça, c'était sur F prend E6, et sur fou prend E6, on retrouve l'idée cavalier prend A4 qui va nous permettre de faire une fourchette. Évidemment, c'est pas fini parce que les noirs ont la perspective de jouer fou prend B3. On sacrifie la dame pour obtenir une contre-attaque qu'on espère dévastatrice, mais après roi C1, on passe face au tour noir, mais il n'y a pas de découverte satisfaisante pour les noirs. Et si fou prend D1, roi prend D1, il n'y a rien. Et si fou prend E4, roi D2, tour C2, le roi se cache en E1. Les blancs ont une dame face à une tour. Avec la paire de fous, c'est peut-être pas encore totalement fini, mais les blancs restent en vie. Enfin, le roi blanc reste en vie et surtout, on va pouvoir concrétiser l'avantage matériel. Bon, comme tu as dit, ces variantes-là sont analysées par des top grands maîtres qui sont tranquillement chez eux dans leur fauteuil et avec un ordinateur qui les aide. Oui, c'est ça. Donc évidemment, tout ça, c'est facile une fois qu'on appuie sur la touche du clavier, mais quand on est à la table en train de calculer face à Grigorich, c'est un peu plus difficile. Et c'est pour ça que le coup de Fischer mérite d'être quand même souligné, c'est le coup dame D3. Donc c'est un coup qui peut interpeller, mais on va trouver l'explication assez rapidement. Donc ici, l'idée, c'est bien sûr d'attaquer le pion D6, donc de forcer, ou en tout cas de tenter les noirs de défendre ce pion D6, et en même temps de conserver un œil sur F5. Donc, une variante qui illustre parfaitement, c'est par exemple sur tour 5 C6 pour défendre le pion D6. Maintenant, on joue F5. Pion prend F5. Et là, tour prend H5 va fonctionner. Ce que tout à l'heure, on a montré que c'était insuffisant. Parce qu'après G prend H5, maintenant pion prend F5 est possible. Ce qui n'était pas le cas lorsque la tour était sur C5, puisqu'il y aurait bien sûr le pion F5 qui aurait été en l'air. Ouais, là on a à la fois dévié la tour, qui attaquait F5, et ajouté un défenseur par la dame. Donc forcément, nos deux pions vont pouvoir venir complètement enfoncer la position noire. Et ici, bon, Kasparov, notamment dans ses livres, s'est amusé à continuer la variante. Voilà, toujours pareil, aidé par les ordinateurs et tout ça. Mais intuitivement, on comprend bien que
que les noirs sont très mal en point. Leur attaque est quasiment au point mort, parce que la défense des blancs, encore une fois, grâce au fou B3, fait plus que tenir la route. Et à l'inverse, le roi noir est quasiment livré à lui-même. Il n'y a plus que le fou G7 autour de lui, mais ça va pas être suffisant. Donc voilà, comme tu disais, hein, même si Fischer n'a pas trouvé le coup d'ordinateur tour prend H5 immédiatement, son idée, humainement, est quand même très fine et montre une singulière compréhension de la position. Bah, de toute façon, c'est évident qu'il a envisagé tour prend H5. Oui. On imagine bien, c'est sa marque de fabrique. Et un an plus tôt, il avait déjà utilisé ce même type de sacrifice contre Larsen. Donc évidemment qu'il a envisagé. C'est juste que ça montre qu'il était déjà très mature et il se jetait pas quand même tête baissée en se disant bon, bah, ok, chaque fois qu'il y a un cahier H5, je fais tour prend H5 sans réfléchir. Il cherchait à affiner sa réflexion et à peaufiner pour vraiment pas laisser d'espoir au noir. Donc ça montre une très très grande maturité pour un joueur de 16 ans. Tout à fait. Donc Gligoric là a joué le coup responsable, alors qui a été critiqué par la suite, mais c'est toujours pareil. Hein, ce qu'on a dit pour Fischer est aussi valable pour Gligoric. On réfléchit, la position est très tendue. La valeur de chaque coup est très grande, donc évidemment, le jeu amène les fautes, c'est malheureusement inévitable. Donc il a joué fou prend C3. Donc bien sûr, c'est un coup responsable parce qu'on se sépare du fou G7 qui défend le roi, mais il y a quand même une idée, c'est qu'après cavalier prend C3, le cavalier H5 revient en jeu, en tout cas ce cavalier peut capturer le pion F4. Mais on va voir que l'attaque est vraiment trop forte malgré la perte du pion F4 en jouant dame F3. Alors je crois avoir lu, alors je dis peut-être des bêtises, hein, mais je crois avoir lu quelque part, et notamment dans le livre de Fischer, là, sur ses 60 meilleures parties, que la plupart des grands maîtres ont pensé que Fischer avait raté cette idée fou prend C3, cavalier prend C3 et cavalier prend F4, mais lui certifie qu'il l'avait bien vu et surtout qu'il avait bien compris que la prise de ce pion F4 n'allait pas être gravissime du tout. Donc probablement dans la salle de presse, hein, à l'époque il n'y avait pas internet et toutes ces choses-là, donc pour suivre les parties, les journalistes étaient dans une salle accolée à la salle de jeu et suivaient en quasi direct les coups, donc ils pouvaient analyser tous ensemble. Et donc si tous les grands maîtres présents dans la salle de presse ont pensé que l'idée de Gligoric était bonne, ça prouve que fou prend C3 n'était peut-être pas si inhumain que ça. Bien sûr. Bien sûr. Et donc effectivement, après dame F3, le cavalier bat en retraite. L'espoir des noirs, finalement, c'est c'est pas de gagner un pion. On comprend bien qu'avec les rocs opposés, le matériel est pas primordial. L'idée des noirs, c'est surtout d'avoir éliminé le pion qui était censé venir donner un coup de boutoir dans cette formation F7 E6 G6. Et sans ce pion-là, Gligoric pensait que sa défense allait tenir. Mais, comme l'a écrit Fischer, il a joué si souvent le sacrifice tour prend H5 qu'il aurait pu déposer un brevet. Donc effectivement, maintenant on ouvre totalement la position autour du roi. Tour prend H5 devient, j'allais dire enfantin, ça l'est peut-être pas, mais quand on a regardé tant de parties de Fischer dans lesquelles il a joué tour prend H5, on peut dire que c'est quasi enfantin. G prend H5 et dame prend H5. Et là, comme souvent, le roi noir se retrouve un petit peu esselé et c'est très difficile de défendre les noirs. Hein. Oui, là, les coups blancs se jouent tout seuls. Bon, j'exagère un peu, mais on comprend bien qu'il y a la colonnage, bien sûr, qui s'est ouverte et donc la tour risque de débouler sur H1. Il y a aussi la case F1 pour viser F7. Il y a la possibilité de jouer G6 aussi pour encore éventrer un peu plus le roi noir et affaiblir le pion E6 et donc réveiller le fou B3, pardon. Le cavalier C3 peut, à un moment, peut-être rallier la case D5 ou la case E4 en faisant un sacrifice d'évacuation par E4-5. Ou cavalier E2, cavalier F4, parfois on peut même se permettre des manœuvres comme ça. Donc on sent que l'attaque se joue quasiment toute seule, et avec les noirs, en revanche, on a toutes les pièces sur l'aile dame, ça semble difficile de parer toutes les menaces. Et donc ici, Gligoric a joué fou E8, avec l'idée donc de surprotéger F7 et de s'accrocher aux branches. Ouais, peut-être aussi d'essayer de créer un passage pour le roi, ouais. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Fischer a joué dame H6. Il y avait juste
une petite idée que je voulais montrer parce que je trouvais ça assez instructif. Une possibilité, c'était de jouer tour A5 ici, en se disant que si les blancs continuaient avec le coup naturel tour H1, on pouvait défendre par le coup Dame D4, qui est un coup vraiment très fréquent pour les joueurs j'allais dire de dragon, mais bon, peu importe par quelle ouverture on a mis le fou en fianchetto. Lorsque le fou du fianchetto a disparu et qu'on est très menacé, c'est souvent la dame qui vient in extremis sauver les meubles en occupant la grande diagonale noire sur l'échiquier. Et donc sur tour A5, avec cette jolie idée défensive, Fischer avait prévu de jouer l'interception par E5. Et que ce soit la tour ou le pion qui prenne, on comprend bien que la diagonale sera désormais fermée, et tour H1 arrivera avec un effet décisif, puisque Dame D4 ne sera plus possible. Bon, c'est une petite idée, mais comme ça arrive quand même assez souvent, je pense que c'était important de le souligner. Tout à fait. Donc dans la partie au mu, fou E8 pour Ligo. Fou E8, et donc Dame H6 pour pas que le roi s'échappe. Donc là, Gligorić tente de contre-attaquer, sinon il va mourir les armes à la main. Donc tour prend C3, pion prend C3, tour prend C3, et là, ça y est, toc toc, on est là, G6. Donc, qui ouvre totalement la position. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on attaque. Bon, bien sûr, on peut faire Dame H7, on peut prendre en F7. Le pion E6 va être faible, la colonne G va s'ouvrir. G7 arrive. Enfin, bon, il y a trop de menaces. La liste est longue. Ouais, voilà. Donc, pion prend G6, tour H1, Dame D4. Et là, tout gagne. Fou prend E6 gagne. Lui, il a choisi Dame H7. Ça suffit pour faire abandonner Gligorić. Donc, c'était certainement un bon coup. Oui, tout simplement, l'idée c'est que si Gligo avait continué par roi F8, on avait tour F1, et lorsque les noirs auront donné toutes leurs pièces, ils seront mat. Donc, encore une partie incroyable du jeune Fischer, et on comprend bien quand même que, c'est toujours beaucoup plus facile à dire avec le recul, jouer le dragon face à Fischer, c'était quand même pas l'idée la plus judicieuse que pouvaient avoir les noirs. Bon, c'est toujours pareil, hein, quand on est un top grand maître et qu'on joue un gamin entre guillemets de 15 ou 16 ans, on est quand même relativement confiant, on pense qu'on va pouvoir l'attraper, et il faut bien comprendre aussi que à l'époque, Fischer n'était pas le Fischer qu'on considère aujourd'hui comme peut-être le meilleur joueur de tous les temps. Donc probablement ses adversaires le voyaient comme une cible potentielle, y compris lorsqu'ils avaient les noirs, et ils prenaient plus de risques que face à un joueur plus expérimenté. Ouais, complètement. Ouais. Donc ça, c'était le tournoi des candidats. Ouais. En 59, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et on va voir maintenant une partie de 1960. Joué aux Olympiades. Olympiades, ouais. Face à un champion du monde, donc. Ouais, c'est ça. Donc face à Maxov. Donc les Olympiades jouées à Leipzig, en Allemagne. Donc, dans cette Olympiade, Fischer a quand même marqué 13 sur 18, si je ne me trompe pas, ce qui est quand même un score phénoménal pour un joueur avec si peu d'expérience, et même de toute façon pour un joueur tout court, parce que déjà marquer 13 points sur 18 dans une Olympiade, c'est quand même assez incroyable. Donc, Fischer joue E4, évidemment, il est fidèle à son coup préféré. Maxov joue C6. Donc solide, la carocane, D4, D5, pion prend D5, pion prend D5, C4. Donc la variante Panov, cavalier F6, cavalier C3, cavalier C6, qui est l'autre option. On peut jouer également E6, mais bon, on n'est pas là pour faire un exposé théorique. Cavalier F3, fou G4. Donc tout ça, c'est archi connu, et déjà à l'époque, c'était très connu, et aujourd'hui, évidemment, les développements sont encore plus conséquent. Pion prend D5, cavalier prend D5, dame B3 pour profiter de la sortie du fou C8 et donc attaquer D5 et le pion B7. Fou prend F3, donc on abîme la structure de pion des blancs. G prend F3, E6, on défend le cavalier, dame prend B7, cavalier prend D4, on se venge sur le pion D4. Fou B5 échec. Donc tout ça, on va assez vite parce que
C'est théorique et si vous cherchez les parties dans la base, il y a des dizaines et des dizaines de parties dans cette position. Donc, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier le style de Fischer et non pas forcément la théorie de la carocane. Cavalier prend B5, bien sûr. Là, Dame C6, qui est le coup important, un petit coup intermédiaire important, pour forcer Roi E7, parce qu'évidemment, sur Dame D7, il y aurait la tour A8 qui resterait en prise. Donc Roi E7, Dame prend B5. Et ici, aujourd'hui, on sait que le meilleur coup dans cette position pour les Noirs, c'est Dame D7. Dame D7 avec une suite plus ou moins forcée, Cavalier prend D5, Dame prend D5. Alors là, il y a Fou G5 qui a été tenté, mais le coup principal, c'est plutôt Dame prend D5. Puis on prend D5. Ici, Fischer a dit dans les commentaires qu'il comptait jouer petit roc dans cette position. Et après, Roi E6, Tour E1, l'antidote en fait qui a été trouvé en 2002, donc on est 50 ans ou 40 ans plus tard, donc forcément les Noirs ont eu le temps de potasser la variante. L'antidote a été trouvé par le spécialiste de la carocane, Dreyev, qui a trouvé Roi F5, Tour D1, Tour D8, Fou E3, Tour D7. Et bon, cette position, après Tour C1, Tour D4, G5 qui prend le contrôle de la case F4, les Noirs sont plus ou moins OK. Il y a Fou F6 qui va suivre et les Noirs ils vont tenir malgré le pion isolé en D5. Ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est, comme tu l'as dit, que c'est une variante extrêmement théorique. Et donc, ce qu'on essaie de montrer aussi avec cette partie, ce qu'on va développer dans les prochains coups, c'est à quel point Fischer travaillait les échecs. Parce que, voilà, y compris sur une variante qui provoque beaucoup d'échanges et qui amène à des positions très techniques, on pourrait se dire, bon, je suis un petit peu mieux, et puis je verrai ce qui va se passer plus tard. On sent qu'il a été l'un des tout premiers à analyser en profondeur les échecs. Alors il faut dire, beaucoup de gens le savent, mais nous on l'a peut-être pas encore dit, Fischer était particulièrement monomaniaque et en gros lorsqu'il ne dormait pas, il ne pensait qu'aux échecs. Donc il a tellement dédié sa vie à l'analyse du jeu et au travail sans cesse qu'il analysait tout en profondeur et c'était l'une des grandes particularités de son style, ça a été d'être extrêmement précis et extrêmement profond dans les ouvertures, et y compris les variantes qui amenaient à des finales qu'on pourrait penser insipides ou sans trop d'intérêt d'analyse. Oui, exactement. Et d'ailleurs, cette partie en est une parfaite illustration. Donc là, Maxwell va jouer Cavalier prend C3, qui maintenant est douteux, mais à l'époque, encore une fois, ce coup avait déjà été joué, et par des forts grands maîtres. Et la B prend C3, bien sûr. Dame D7, et c'est là que l'innovation théorique intervient. Et en fait, pour l'anecdote, c'est pas Fischer qui a trouvé le coup, mais c'est notre grand maître américain, Benko. Il était pas américain d'ailleurs. Il est devenu. Il est devenu. Je pense qu'il était hongrois et je pense qu'il est après devenu américain. J'avais un doute. Et il me semble qu'il est né en France d'ailleurs. Bon, ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais je crois qu'il est né au Havre. Exact. Et en tout cas, ils avaient l'habitude de travailler ensemble avec Fischer. Et donc, Fischer a soumis cette position à Benko. Et Benko a suggéré le coup que Fischer a joué dans la partie, Tour B1. Donc, un coup de développement qui a l'air simple et inoffensif. On défend la dame. Et en fait, la stratégie des Blancs ici va consister à... On comprend bien que les Blancs ont une mauvaise structure de pions. Ils n'ont que des pions isolés, voire doublés. Et donc, pour compenser ce déficit au niveau de la structure de pions, il est impératif pour les Blancs d'activer les pièces et surtout d'empêcher l'activation des pièces adverses. Parce que bien sûr, si l'armée noire se met en marche et se coordonne, il y a toutes les chances que les Noirs puissent ensuite travailler sur les faiblesses adverses et peut-être même prendre l'avantage. Donc, tout l'enjeu de cette position, c'est que les Blancs doivent faire en sorte que les Noirs n'aient pas la possibilité de sortir les pièces, notamment le roi E7 qui obstrue un peu la sortie du fou F8 et donc par effet ricochet la tour H8. Et donc, tour B1, c'est une de ces idées trouvées par Benko et jouée par Fischer. Oui, alors c'est bien de souligner que Fischer travaillait avec certaines personnes parce que justement, c'était quand même un loup solitaire et
je pense qu'il n'y a pas beaucoup de grands maîtres qui peuvent se vanter d'avoir partagé des analyses. Bon, je ne parle pas des analyses juste après une partie de compétition, probablement qu'il y en avait, mais dans le travail quotidien de Fischer, ils sont à mon avis très peu nombreux à avoir eu la chance de pouvoir travailler avec lui et d'avoir sa confiance, parce qu'on sait que c'était quand même quelqu'un de particulièrement paranoïaque. Ok, donc dans cette position, Max Euwe, qui n'avait probablement pas autant analysé la position que Fischer, a décidé de jouer un coup on ne peut plus naturel, tour D8, qui permet d'activer la tour, de menacer Matandé, hein, ça évidemment c'est plutôt accessoire. Donc il joue un coup très naturel, avec les analyses et pas mal de temps pour regarder. On s'est rendu compte qu'il était probablement meilleur de jouer Dame prend B5, Tour prend B5 et Roi D6, mais évidemment c'est loin d'être la suite la plus naturelle. L'idée qu'il fallait avoir comprise, c'est qu'après Tour B7, F6, le Roi Noir va pouvoir se stabiliser sur C6, qui est une case blanche, donc il ne sera pas harcelé par le fou C1, et sur une colonne fermée. Donc comme l'un des principaux problèmes des Noirs dans cette variante est d'avoir le roi un petit peu exposé, une fois qu'on a compris cette idée, on se dit bon, je vais pouvoir aller dans cette direction et tenir la position. Mais c'est pas du tout naturel, pas très humain on va dire, et donc on peut comprendre que l'ancien champion du monde ait choisi un autre coup qui paraît simple et efficace, mais qui ne va pas l'être du tout finalement. Les blancs se développent le plus vite possible, comme tu nous l'as décrit, et après fou E3, Dame prend B5, Tour prend B5, Tour D7. Sans doute Euwe pensait-il avoir une position un peu plus correcte, mais Fischer, avec toute sa finesse et surtout toute la profondeur de son analyse, sa compréhension de la position, avait noté que en jouant un coup comme Roi E2 et en activant sa tour H1 le plus vite possible, il allait pouvoir d'une part échanger la seule pièce active de l'adversaire qui est la tour D7, et ensuite immobiliser les deux dernières pièces restantes, c'est-à-dire le fou F8 et la tour H8. Il est évidemment pour les blancs hors de question d'être gourmand et de jouer pour gagner du matériel, parce que, comme tu nous l'as très bien dit, Romu, l'objectif n'est pas de gagner des pions, mais d'immobiliser l'adversaire, et gagner des pions, ce sera finalement la cerise sur le gâteau, mais on ne veut pas se précipiter pour gagner ce pion-là, on veut absolument empêcher l'adversaire de se développer. Donc Roi E2, un coup absolument génial, avec l'idée d'échanger la seule pièce active de l'adversaire. Et là, Fischer fait preuve à la fois de profondeur d'analyse et de compréhension, mais il montre aussi, peut-être pour la première fois, je ne sais pas, on n'a pas fait les statistiques, mais tout au long de sa carrière et surtout sur la fin de sa carrière, il a montré une technique en finale absolument remarquable. On parlera probablement de ses parties avec Taimanov en 71. Voilà, il est devenu au fil du temps un très très grand technicien de finale. Hein. Oui. Non, mais en fait, il avait la faculté de faire croire que jouer comme lui était facile. Quand on regarde ses parties, on a l'impression que tout est clair comme du cristal et que c'est limpide et c'est facile. Bien évidemment, bon, on a bien compris que jamais on jouera comme lui, mais il est facile de commenter les parties de Fischer, c'est parce qu'il y a toujours un plan très linéaire et très cohérent, très logique. Et donc tour D1, c'est typiquement un coup de Fischer, excellente technique, on élimine la seule pièce active de l'adversaire, qui est le principal défenseur, notamment de la 7e rangée. Et ensuite, évidemment, les Noirs vont bien avoir du mal à jouer la position avec un roi en E7, un fou en F8 et une tour en H8. Donc, tour prend D1, qui a été joué par Max Euwe, roi prend D1, roi D7, pour tenter de sortir le fou. Et justement, tu l'as dit tout à l'heure, il ne faut pas être attiré par le gain matériel. Ici, vraiment, l'enjeu de la partie, c'est empêcher la mobilisation des pièces noires. Et donc, par exemple, capturer le pion A7 serait un peu précipité, puisqu'après fou prend A7, les Noirs auraient la possibilité de jouer fou D6, tour B7, donc on menace évidemment de sortir la tour, tour B7 échec, roi C6, tour prend G7, fou prend H2. Et malgré le pion de plus, les Noirs sont plutôt contents de l'opération, puisque les pions blancs sont quand même assez moches, avec les pions doublés, le pion C3 et A2 qui sont isolés. Et il y a le pion H qui peut être une source de contre-jeu.
le fou qui va se ramener sur une case stable, notamment E5, pour attaquer C3. Et on a du mal à imaginer, même Fischer, avec les blancs, convertir cet avantage matériel vraiment minime. Non, mais ça illustre bien le fait que les blancs doivent absolument empêcher les pièces noires de s'activer, sinon les noirs n'auront pas de soucis. Donc évidemment, au lieu de fou prend A7, tour B8, on immobilise tout le monde. Au passage, ça crée une menace relativement simple à parer pour un champion du monde, bien sûr, mais on comprend bien, si on compare ces deux positions, que dans une version, les noirs ne bougent plus, et dans l'autre, ils sont particulièrement actifs. Donc, est-ce que l'activation de toutes les pièces adverses vaut un pion? Bien sûr que non. On laisse le pion en A7 qui, de toute façon, finira par tomber, et on veut absolument interdire l'activation des pièces adverses. Donc, après roi C6, maintenant, il est temps de ramasser le pion A7, seulement parce que les noirs ne menacent pas de s'activer. Et désormais, la prise du pion A7 nous offre un pion passé qui est en capacité d'avancer facilement, encore une fois, parce que les pièces noires ne sont pas bien placées pour pouvoir l'arrêter. G5 a été joué pour préparer fou G7, A4, fou G7 propose l'échange des tours, qui pouvait être accepté. Certains analystes se sont amusés à montrer qu'après l'échange des tours et le coup fou D4, Fischer aurait eu une position gagnante, mais il a préféré... d'une façon un petit peu maximaliste, conserver les tours pour l'instant. Tour B6 échec, un petit jeu du chat et de la souris avec cette tour qui fait du harcèlement. Tour B8, fou G7, tour B5 échec, roi C6, je passe assez vite sur tous ces coups-là, dont on comprend qu'ils sont peut-être joués aussi pour fatiguer un petit peu l'adversaire. Et maintenant, le coup A5. Donc quelle est l'idée de Fischer lorsqu'il a voulu conserver cette tour? C'était probablement de construire cette barrière naturelle avec le coup fou B8, protégé par la tour, et désormais, avec la tour noire enfermée sur H8, le pion A n'a plus qu'à galoper vers la case A8. Donc il joue selon un plan très simple, c'est propre à tous les grands techniciens de finale, on pense à Capablanca, à Karpov, à Rubinstein. Tous ces joueurs-là réfléchissent par des schémas, ils sont évidemment de très bons tacticiens, ils sont capables de calculer, on n'est pas en train de dire qu'ils ne sont pas capables, mais ils étaient capables en finale de jouer selon des schémas et de les appliquer et de les suivre à la lettre, on va dire. Donc après F5, fou B8, la tour noire enfin peut participer, on est quand même au 30e coup, il était temps qu'elle se réveille. Malheureusement pour les noirs, il est trop tard, le pion est déjà sur A6. Après tour prend C3, Romu, certains ont trouvé le moyen de critiquer Bobby Fischer dans cette partie, il faut quand même être gonflé, mais bon... Certains y parviennent. En tout cas, certains ont dit que le prochain coup de Fischer était sa seule erreur de la partie. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il paraît que c'est la seule imprécision de Fischer dans la partie. Et encore, c'est une imprécision, ça gâche pas l'avantage, bien sûr, mais il y avait un gain plus rapide qui apparemment s'obtenait par tour D6 échec. Et sur roi C5, tour D7. Bon, oui, ok, ça gagne, évidemment. Donc, Fischer a choisi plutôt tour B5. Échec, qui est un coup qu'on peut comprendre. Et là, apparemment, Maxev s'est mal défendu, ou en tout cas aurait pu proposer une défense un peu plus opiniâtre. Donc, Euv a joué roi C4, mais apparemment la meilleure défense était roi C6, contre laquelle il fallait jouer tour A5. Et ici, c'est une anecdote assez rigolote. C'est à la fin de la partie... Euv a dit à Fischer, ok, qu'est-ce que tu aurais joué sur... j'ai pensé à roi C6, tour A5, et qu'est-ce que tu aurais joué sur fou D4 et Fischer, sans réfléchir, a dit fou E5, qui en fait est un mauvais coup qui permet aux noirs de faire nul immédiatement par tour C5. Et tu penses l'échange des tours et la finale de fou est nulle. Oui, voilà. Et évidemment, il a répondu parce qu'il pensait que tout gagner sans réfléchir, et donc comme c'était à l'analyse, il était un peu moins concentré, évidemment. On imagine que s'il avait été dans la partie, si la position était arrivée dans la partie, il aurait certainement trouvé le bon coup, qui est, alors d'après Kasparov, A7, qui est le plus simple en fait. Fou prend A7, obligé, tour prend A7, tour prend F3, roi E2, tour H3 et roi F1. Et cette position est certainement techniquement gagnée. Il faut un peu travailler, évidemment, mais
bon, on peut imaginer que Fischer aurait certainement gagné cette position. Ouais, en tout cas, on imagine le désarroi de Max Euwe, hein, qui a fait ce qu'il a pu pour se défendre, qui a réussi tant bien que mal finalement à laisser sortir cette tour H8 qui était enfermée. Et au lieu de tenter le dernier piège, bon, c'est peut-être aussi une marque de respect, hein. Il a vu un piège, mais il s'est dit non, mais Fischer tombera jamais dans ce piège-là, et donc il ne l'a même pas tenté. Donc bon, anecdote amusante, mais qui à mon sens montre quand même que bon, d'ores et déjà Fischer était très très respecté, et on ne tentait pas des pièges trop simples face à lui. Ouais. On aurait peut-être dû, visiblement. Et donc là, va choisir roi C4, donc tour B7. Maintenant, la fin est assez facile, même pour nous. Fou D4, tour C7, roi D3, et après tour prend C3, roi prend C3, la petite pointe tactique, très esthétique, fou E5, qui cloue le fou D4 et qui permet donc au pion A de filer à dame et de gagner la partie. Ouais, on peut à nouveau faire le parallèle avec Capablanca, hein. C'est une partie où il n'y a quasiment pas eu de tactique, en tout cas pour nos yeux pas aussi développés, pour nos cerveaux pas aussi développés que ceux de Fischer. Probablement Fischer a vu beaucoup de variantes, mais en tout cas, lorsqu'on présente cette partie, il n'y a pas tant de variantes que ça. Et en revanche, à la fin, ça se termine par une petite pirouette tactique. Donc on peut faire le parallèle avec le style de Capablanca, hein, qui était tout à fait similaire à ça. On profite de notre avantage de façon graduelle et on termine par une pirouette tactique, ou en tout cas par une tactique entre guillemets simple, mais qui a été amenée par une très grande maîtrise stratégique et positionnelle. Ouais. Donc partie impressionnante, hein, quand même, face à un champion du monde. Alors certes, qui n'était plus au top de sa carrière, mais un champion du monde reste un champion du monde. Oui, bien sûr, ça montre l'ascension vers le top mondial de Fischer, et il jouait les plus grandes compétitions, bien sûr, les tournois des candidats, les Olympiades, et donc ça lui a permis de rencontrer des champions du monde et donc de s'aguerrir forcément, de gagner en expérience et surtout de montrer au monde entier le génie qu'il était. Et d'ailleurs, la partie suivante, joué donc en 61 au tournoi du siècle organisé à Bled. C'est la première victoire de Fischer contre Thal. Donc il faut savoir que quand même Fischer avait un score assez mauvais contre Thal, c'était un peu sa bête noire, et avant cette partie, il n'avait jamais réussi à le battre, bien qu'il ait réussi à obtenir quelques fois des positions prometteuses. Mais chaque fois, Thal, par sa roublardise, arrivait à lui échapper, à se faufiler telle une anguille. Et donc, après cette victoire qu'on va vous présenter, Fischer a dit « Finalement, j'ai réussi à le battre, il ne s'est pas échappé, je l'ai enfin eu. » quoi. Ouais. Bon, et là, il faut rappeler quand même que Thal a été champion du monde en 1960, il a reperdu son titre en 61 contre Botvinnik. Donc à nouveau, Fischer bat un champion du monde, mais cette fois-ci, c'est un tout frais ex-champion du monde qu'il bat. Donc c'est d'autant plus remarquable. Alors on y va, c'est encore une sicilienne. Alors c'était quand même une ouverture on ne peut plus à la mode à l'époque. Cavalier F3, cavalier C6, D4, CD4, cavalier D4, E6. Bon, alors Thal, on le sait, c'était un peu une anguille, comme tu viens de le dire. Il était capable de jouer énormément d'ouvertures avec une mémoire complètement phénoménale. Et c'est un petit peu l'antithèse de Fischer quand même, qui lui a toujours été très 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 fidèle à son répertoire, à de rares exceptions dont on vous parlera. Toujours est-il que c'est l'opposition un petit peu de style du point de vue des ouvertures. Cavalier C3, Dame C7. Fischer ici décide de jouer le coup G3, qui est l'un des coups possibles. Et ici, on ne saura jamais la vérité, Romu, mais en tout cas, Thal a joué cavalier F6. Alors, est-ce qu'il a fait exprès ou pas? Je te laisse nous raconter ça. Ouais, ça, on ne sait pas trop. Alors, il a joué cavalier F6, qui est une erreur. Le coup normal, c'est A6. Alors, la légende dit que Thal aurait écrit le coup A6 sur sa feuille de partie, qui est le coup normal, et après fou G2, seulement cavalier F6
Ça, c'est la théorie. Il y a des centaines, voire des milliers de parties dans cette position. Et il aurait joué cavalier F6 de manière, je sais pas, un peu désinvolte. Et il n'était pas forcément bien rentré dans la partie. Ça nous est tous arrivé, un jour ou l'autre, de jouer le deuxième coup de la variante. Voilà, le problème, c'est que ça va avoir des conséquences assez dramatiques. Alors, ça, c'est la légende. Encore une fois, on ne sait pas vraiment la vérité. Peut-être qu'il a fait exprès de jouer cavalier F6, on saura jamais. Quoi qu'il en soit, cette imprécision dans l'ordre de coup va être parfaitement punie par Fischer, qui ne laissait rarement passer ce genre de détails. Et donc, évidemment, il profite de l'omission du coup A6 pour jouer cavalier D, B5. Dame B8, qui est le coup normal dans ce type de position pour garder un œil sur la case D6. On se dit, les noirs vont jouer A6 pour chasser le cavalier, et ensuite, pourquoi pas jouer D6 et remettre la dame sur C7. Et chacun aura perdu un tempo. Les noirs auront joué dame C7, dame B8, dame C7, mais les blancs auront joué D4, B5, B5 vers D4. Mais Fischer, évidemment, ne laisse pas les Noirs obtenir ce setup traditionnel et continue son initiative avec fou F4. Qui est l'une des idées de G3. Ouais, il appuie là où ça fait mal, et sur les cases noires, et la case C7 et la case D6. Là, cavalier E5 est plus ou moins forcé. Un coup comme E5 serait vraiment très très moche. Fou G5, avec l'idée d'éliminer le cavalier qui contrôle la case D5. Et la position noire ressemble plus à du Gruyère qu'à une Taïmanov. Oui, une Sveshnikov particulièrement ratée. Oui, qui a mal tourné. Donc AE5 est plus ou moins obligatoire dans cette position. Et là, un très bon coup de la part de Fischer. Il ne joue pas automatiquement le coup fou G2. On pourrait se dire, je joue G3, donc automatiquement je vais jouer fou G2. Ici, il comprend bien que l'enjeu de la position se situe sur les cases noires, et notamment cet alignement qui va s'avérer presque fatal pour les noirs entre le cavalier E5 et la dame B8. Donc il faut appuyer sur la case E5, et on a envie de jouer le coup dame D4. On aimerait bien jouer dame D4 qui met la pression sur le cavalier. Malheureusement, ici, il y aurait cavalier F3 échec. Donc, ça, évidemment, Fischer ne permet pas ça, et donc joue le coup plutôt, au lieu de fou G2, fou E2. Donc, l'idée étant de préparer dame D4, de couvrir la case F4, mais aussi la case F3, pardon, mais aussi la case C4. Donc, c'est pour cette raison qu'il a trouvé que le fou était mieux placé sur E2 que sur G2. Donc il s'adapte à la situation quand même, il n'est pas en mode automatique, et ça a toujours été une de ses caractéristiques. On pense notamment à certaines de ses parties avec les noirs sur la Najdorf, où il était capable de comprendre toutes les nuances d'une position dès le début de la partie. Oui, il est concret, quoi. Tout simplement, il est clairement concret. Donc là, Tal joue fou C5, certainement pour éviter dame D4, justement, c'est ce qu'on vient de dire. Et là, encore une fois, une décision très concrète de la part de Fischer. Il joue fou prend E5. Alors, quelle est l'idée ? L'idée étant qu'il va gagner beaucoup d'espace. Bien sûr que donner le fou de case noire dans cette position, ça peut surprendre. On se dit, en plus, le cavalier E5 était cloué. Pourquoi ne pas garder le clouage ? Parce qu'en fait, il échange un avantage contre un autre. Il trouve que exploiter le clouage du cavalier E5 n'est pas forcément évident, puisque les noirs viennent de jouer fou C5 et empêcher dame D4. Donc, il va échanger cet avantage-là contre un avantage d'espace obtenu après dame prend E5, F4, dame B8, retour à la maison, et E5. Et là, on voit que la chaîne de pions assez impressionnante H2, G3, F4, E5 prend pas mal de cases aux pièces noires, immobilise notamment le pion D7. Du coup, le fou C8 se retrouve emmuré. Le cavalier C3 va maintenant bénéficier de la jolie case E4, d'où il pourra viser avec son homologue en B5 la case D6. Ça ressemble à un scénario cauchemar pour les noirs quand même. Ouais, on a du mal à croire que les noirs sont joués par Tal d'ailleurs, parce que vraiment, c'était un joueur exceptionnel évidemment, mais surtout un grand spécialiste des ouvertures, qui les jouait, paraît-il, très très vite parce qu'il avait une excellente mémoire. Et là, on sent que
sa faute de main, si ça en est une, cette histoire de cavalier F6, lui coûte quand même très très cher. Et puis, il n'a pas fait la faute de main contre le bon adversaire, on va dire. Hein. Oui, parce que évidemment Fischer a sauté sur l'occasion pour le punir, et surtout qu'il était très déterminé. On l'a dit, il n'avait pas réussi à le battre avant, donc on peut imaginer déjà qu'il joue pour le gain contre tout le monde avec les blancs et les noirs, mais alors là, contre un adversaire contre qui il n'a jamais gagné, on pouvait imaginer que là, ça devait bouillonner dans sa tête et qu'il n'allait pas laisser s'échapper Tal, quoi. Ouais. Bon, alors on connaît Tal, quand il est dans une situation délicate, et là c'est plus que le cas, il va pas servir de punching ball à son adversaire, il va vraiment essayer de faire de la résistance. Donc jamais de la vie un grand maître, qui plus est Tal, ne choisirait un coup comme cavalier G8, qui serait synonyme de capitulation. Après cavalier E4, fou E7, on comprend bien que les pièces noires jouent la variante sardine, et c'est pas très très bon. On bouge plus du tout, donc il faut tenter de pêcher en eau trouble et de compliquer au maximum les choses. Un cavalier noir est attaqué, il faut essayer de riposter. C'est la raison pour laquelle il choisit A6, mais Fischer, bien entendu, ne se démente pas. Et après, pion prend F6, pion prend B5, pion prend G7. Certains vous diront que ce n'était pas le coup le plus précis. C'est quand même particulièrement fort et humain, donc on ne va pas chercher midi à 14h. Tour G8 est forcé et cavalier E4. Attaque le fou, qui doit battre en retraite parce que l'autre menace, bien entendu, c'est de faire une fourchette en F6, donc tout est forcé jusque-là. Et maintenant, le coup on ne peut plus naturel, dame D4, qui vient soutenir le pion G7, qui est, mine de rien, une case de la promotion, et qui nous permet également d'accentuer notre pression sur les cases noires, C5, D6, F6. Bon, tout était forcé depuis le coup A6, ou presque, et on comprend bien qu'ici, Fischer ne lâche pas sa proie, quoi, hein. Une fois qu'il avait l'avantage, c'était très très rare qu'il le lâche, et il montrait une précision diabolique. Tal continue sa mission de déstabilisation avec tour A4, cavalier F6 échec était l'idée évidemment, fou prend F6, dame prend F6. On a toujours beaucoup de pitié pour le fou C8 qui est absolument spectateur, mais Tal continue dans son entreprise de déstabilisation avec le coup dame C7 et il cherche à trouver un petit peu de jeu. Ok, ici Romu, il fallait quand même avoir le courage, on va dire, de jouer le coup choisi par Fischer. Oui, mais ça montre encore une fois qu'il n'avait peur de personne, pas même d'un joueur qui est champion du monde et contre qui il n'avait pas gagné lors des 6 premières rencontres. Il joue Grand Rock. Donc, quelle est l'idée de Grand Rock? Il comprend bien que son avantage est basé sur la position précaire du roi en E8, sur la non-mobilisation du fou C8. Donc, l'initiative est clairement la chose primordiale dans cette position et qui prime sur le matériel. Donc, bien évidemment, il a évalué les conséquences de la prise du pion A2. Il s'est aperçu qu'en fait, au final, il n'y avait pas vraiment de menace. Et donc il n'a pas hésité à le faire et il fait Grand Rock et qui mobilise la tour. Donc, tour prend A2 a été joué, bien sûr. Et puis, on peut dire aussi qu'il n'a pas peur des fantômes. Il faut rappeler quand même que Tal, c'était, on pensait qu'il avait des capacités surhumaines et que lorsqu'il était en attaque, personne ne pourrait lui résister. Et la particularité de Fischer, c'était de croire seulement les bons coups. Je crois que on lui a posé la question de ce qu'il pensait de la psychologie aux échecs et il avait répondu que la seule chose en laquelle il croyait, c'était les bons coups. Donc ça montre qu'il avait une très grande foi dans ses capacités et surtout qu'il n'avait pas peur des fantômes finalement, quoi. Je pense qu'à l'époque, vraiment, personne n'aurait aussi facilement lâché le pion A2 contre Tal. Contre toi ou moi, probablement sans beaucoup d'hésitation, mais contre Tal, voilà, on se serait fait un film, on se serait dit ah non, c'est un petit peu trop risqué face à lui, et bon, Fischer, lui, il a peur de personne. Donc, il est pragmatique. Ouais, très pragmatique, comme d'habitude. Et donc, roi B1. Et là, par exemple, pour illustrer ce que l'on vient de dire, sur un coup comme dame A5 qui pourrait faire peur, qui menace mat en un coup, il y a simplement le coup plein de sang-froid B3. B4 était aussi possible, mais ok, B3 est suffisant.
Et la dame F6 défend G7, mais aussi défend le pion, la case A1, pardon. Et on voit qu'en fait, il n'y a aucune idée d'attaque pour les noirs. Et c'est bien sûr pas la tour G8 ou le fou C8 qui vont se joindre à l'attaque. Et la seule dame en F6 suffit à défendre. Et les atouts blancs restent évidemment intacts, et notamment la menace assez terrible fou H5 pour menacer fou prend F7, que les noirs vont avoir bien du mal à défendre. Ouais, donc pas de fantôme. Tal a battu en retraite avec le coup tour A6, et maintenant fou prend B5. Bon, fou H5 gagné aussi. Peut-être que là c'est une question de goût, hein. Je ne sais pas vraiment comment on peut définir ça. Toujours est-il que Fischer s'est décidé pour fou prend B5, il ramasse un petit peu de matériel, tour B6, il a dévié la tour de la colonne A qui était quand même, qu'on le veuille ou non, une possibilité de contre-jeu pour l'adversaire. Et maintenant le coup fou D3, qui est bien entendu destiné à ramasser le pion H7, pourquoi pas la tour, et ensuite faire une promotion. Ça semble trop simple pour pouvoir permettre de battre un grand champion comme Tal, mais force est de constater que ça va fonctionner. Alors ça va fonctionner, mais pas sans une petite touche de brio, parce que bien entendu Tal vend sa peau le plus chèrement possible avec le coup E5, qui est destiné à ouvrir la 6e rangée et provoquer pourquoi pas l'échange des dames, dans l'espoir d'entrer dans une finale certes très difficile, mais pourquoi pas sauvable. Alors Romu, comme c'est un coup de grande classe, il faut que ce soit toi qui nous le présente. C'est gentil, c'est gentil. J'ai pas l'habitude d'en jouer, donc au moins je joue Solid Fischer. Et donc ici, comme tu l'as dit, Fischer, c'est Fischer, hein, donc comme les grands joueurs, il est pragmatique, mais il est surtout capable de choses assez incroyables, et comme le sacrifice de dame qui va suivre. Et ici, il a joué F prend E5. Donc il n'a pas peur de sacrifier sa dame. Encore une fois, il n'y a pas de psychologie. Il peut jouer contre Tal. C'est pas important. S'il pense que c'est le bon coup, il va le faire. Et en jouant F prend E5, après tour prend F6, E prend F6, on voit qu'il mise sur ce duo de pions fantastique à F6 et G7 qui paralyse totalement la tour G8. Le fou D3 est en passe de prendre le pion H7, d'où évidemment il attaquera et gagnera la tour G8. Et en plus, de cerise sur le gâteau, la tour H1 pourra aussi éventuellement venir sur la colonne E, puisque la colonne vient de s'ouvrir, et le roi pourrait aussi souffrir de cette ouverture de la colonne. Donc là, notre ami Tal a joué Dame C5, qui est à peu près la seule chance viable pour les noirs. Fou prend H7, et l'idée de Dame C5, c'est Dame G5. Donc il est absolument obligatoire pour les noirs de supprimer le pion F6, parce que sinon, évidemment, le pion G va faire une dame. Donc là, l'idée de Tal, c'est si les blancs ne veulent pas prendre la tour G8 et se disent je vais quand même conserver mon pion avec tour F1 et ensuite seulement prendre la tour, là les noirs peuvent sacrifier la tour et jouer tour prend G7. Et cette position, bien que certainement très très désagréable, mais encore une fois, il est encore en vie, il joue encore. Ouais, surtout, on va devoir donner les deux pions, mais de façon plus précise, en récupérant nous aussi au moins le pion F7. Hein. Ouais, c'est ça, il va faire preuve de précision, il va jouer fou prend G8, dame prend F6, et tour F1 maintenant, de façon à pouvoir prendre le pion F7. Ce qui change quand même pas mal la donne. Et après fou prend F7, roi D8, là il a joué fou E6, donc avec l'idée d'immobiliser le pion D, dame H6. Ouais, bon, là, la partie normalement était facile. Était pliée, ouais. Ouais. Il a voulu continuer, mais plus pour l'embêter qu'autre chose, je pense. Et là, fou prend D7, d'ailleurs, encore une fois. On voit vraiment la volonté de le détruire, hein, tout simplement. Et donc après, fou prend D7, fou prend, tour F7, dame prend H2, tour D prend D7. Bon, là, évidemment, c'était sans espoir. Tal a continué, mais pas très longtemps, je crois. Ouais, on comprend bien que la dame est impuissante parce que les deux tours sont extrêmement bien connectées. Elle coupe la 7e et ainsi de suite. Il y a le pion G passé. Le roi blanc est bien défendu, donc il n'y a pas vraiment d'espoir de perpétuel, ce qui habituellement est le cas pour les noirs. Donc, bon, il était tellement rempli de pièges, ce Tal, qu'il aurait été capable, contre d'autres joueurs peut-être,
de sauver la position, mais là, malgré ces tentatives, ça va pas s'avérer fructueux. Tour E7, on répète un petit peu les coups pour fatiguer le poisson, un échec ici, et finalement, tour D1. Donc il était tout à fait possible de ramasser le pion B7, mais pourquoi prendre des risques et laisser quelques échecs de consolation à l'adversaire? Voilà, on lui propose de troquer le pion G3 contre le pion B7, et ensuite avec 2 pions passés liés, les choses seraient entre guillemets relativement faciles. Tal tente sa chance en conservant le pion, tour B7, dame H5, attaque la tour D1, G4 pour dévier la dame, l'idée étant que sur dame prend G4, on aurait tour H1, comme les petits, on menace le mat de l'escalier, et en cas de dame D4 par exemple, pour montrer une petite idée tactique, pour finir sur quelque chose de léger, tour H8, dame prend H8 et tour B8 permettrait de gagner la dame. Tal n'est pas tombé dans ce piège-là, il a préféré jouer dame H3 et après G5. On voit que le pion galope, c'est bientôt fini, dame F3, tour E1, échec. Et la partie ne s'est pas arrêtée là, pardon, je croyais, mais c'est pas le cas. Roi F8, prise en B5. Bon, quel est l'espoir de Tal? On ne sait pas vraiment, en tout cas il continue la partie. Tour D6, tout se connecte à merveille. B3 pour assurer la sécurité du roi, éviter les bêtises. Et tour A6, après quoi les noirs se sont enfin décidés à abandonner la partie. Voilà, les 20 derniers coups étaient vraiment de trop. Donc Romu, cette période, on va dire fin des années 50, début des années 60, c'est vraiment la période de la reconnaissance de Bobby Fischer au plus haut niveau. Et on sent que l'ascension est quand même particulièrement rapide, puisqu'on est passé des années 55-56, pendant lesquelles Fischer gagne le championnat des États-Unis, mais c'était pas aussi relevé que ce que ça peut l'être en 2022 par exemple. Et donc 2, 3, 4 ans maximum après, il est déjà en train de battre des champions du monde. Ouais, c'est ça. Là, on a vu 2 exemples contre Tal et Euve, même la partie contre Grigorich qui n'était pas champion du monde, mais quand même d'un niveau, un des meilleurs joueurs du monde. Et oui, effectivement, dans ces années-là, au début des années 60, il s'est fait connaître du grand public et tout le monde parlait de lui. C'était l'attraction dans tous les tournois qu'il jouait. Il s'est expatrié. Il est allé jouer donc en ex-Yougoslavie, en Russie. Bon, il a joué un peu partout. Et donc maintenant, à partir de ce moment-là, il est considéré comme une menace très sérieuse, même pour les meilleurs joueurs du monde. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo qui sera consacrée aux années 60, de 62 à 69, donc le reste de la décennie, où là, clairement, ça sera un joueur de classe mondiale et il fera partie des tout meilleurs joueurs du monde et ça sera encore son ascension vers ce qui va le mener au titre mondial. Bon, on a hâte de découvrir tout ça tous ensemble. On espère que vous appréciez ce type de vidéo. N'hésitez pas à nous le dire via vos commentaires ou en likant la vidéo, tout bêtement, en la partageant auprès de vos réseaux ou de vos amis qui souhaitent, qui s'intéressent aux jeux d'échecs de près ou de loin. On vous remercie pour votre fidélité. On essaie d'être les plus assidus possibles sur cette chaîne, mais vous savez que ce n'est absolument pas notre activité principale. Donc, les publications se font quand on en a le temps, mais on ne vous oublie pas et on essaie de mettre du contenu le plus régulièrement possible. On vous dit à très vite sur notre chaîne. Au revoir, à bientôt.